Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté cette interview. Eh bien, bonjour Pascal. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Olivier Congar, qui est une personne importante pour moi, puisque ça a été mon maître de tambour, un mentor et puis mon ami. Voilà, il m'a transmis les tambours, il m'a transmis beaucoup de choses. Et quand j'avais une vingtaine d'années, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans sa manière de vivre sa vie de percussionniste, notamment, et qui continue de m'inspirer avec toutes ces recherches qu'il peut mener donc sur le monde du tambour, et en particulier sur les percussions cubaines. Olivier, aujourd'hui, comment tu te définirais? Comment je me définirais aujourd'hui? Je suis redevenu un étudiant. Je suis quelqu'un qui cherche, une forme de chercheur comme ça. Je fais de la recherche en anthropologie, en histoire, et je continue à m'intéresser particulièrement aux musiques afro-cubaines, quoi qu'il arrive. Mais, euh, mais une définition précise serait compliquée parce que, tu sais, je suis un peu comme tout le monde, je suis pluriel en fait. Excellent, merci. Est-ce que si on revenait un peu en arrière, bon, c'est vrai que c'est des histoires que je connais un petit peu, mais les gens qui t'écoutent ne connaissent peut-être pas. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton déclic que tu as eu? À quel moment tu t'es dit, tac, là, je vais me lancer en tant que percussionniste, c'est décidé? Je crois que c'est grâce au vinyle, en fait. C'est une petite anecdote personnelle. Alors, j'avais parmi mes amis proches, un type qui s'appelait Denis Leblond et dont la maman était programmatrice à FIP à Paris. Et donc, quand on rentrait de l'école, j'allais parfois chez Denis. Et chez lui, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de vinyles. Alors, tu peux imaginer moi qui arrivais d'une famille lambda, normale, classique, me retrouver dans une maison avec des murs pleins de disques, c'était pour moi comme comment on dit, La caverne la d'Ali-Baba. caverne d'Ali Baba. Voilà, c'est ça. Et donc, et là, j'ai pu entendre des centaines de musiques différentes, des milliers d'enregistrements par les plus grands artistes de l'époque et même d'avant. Et donc, beaucoup dans le jazz et beaucoup dans les musiques du monde. Rapidement, je me suis rendu compte que le son des comment ça s'appelle, des tumbadoras, de ce qu'on appelle les congas en France, m'interpellait plus que le reste en percussion. Et il y avait la batterie aussi, c'est vrai, mais surtout les congas en fait. Voilà. Et c'est grâce au vinyle que j'ai eu un déclic. Je devais avoir donc entre 13 et 15 ans, tu vois, mais oui, le déclic s'est passé là, quoi. Voilà. Désolé, hein, le téléphone nous gêne, mais Il y a pas de problème, c'est des choses qui arrivent. Les aléas du direct, on va dire. Euh, voilà, c'est ça. qu'est-ce qui t'a fait le Alors, plus vivre? Ouais, alors je peut-être sais pas tu si vas j'ai été ajouter clair. quelque chose. Ouais, mais si, complètement, mais peut-être que tu vas ajouter quelque chose par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, donc tu as découvert les Tumbadora, ça t'a interpellé, mais le moment où tu Ouais. t'es dit, je vais en faire ma profession, c'est encore autre chose, peut-être. Alors, il y a eu il y a eu plusieurs autres moments, mais il y en a eu un qui est très bête. C'est que j'ai rencontré la femme de ma vie et nous sommes devenus époux. Et un jour, tout simplement, mon épouse m'a dit, bah, écoute, c'est très bien tout ça, tes répétitions avec tes petits copains, mais si tu veux en faire ton métier, il faut gagner de l'argent. Donc, à ce moment-là, il a fallu que je me positionne un peu plus précisément. Et donc, c'est mon épouse qui m'a dit, bon, c'est bien gentil, mais voilà, faut réfléchir à comment on fait quoi, pour pouvoir un peu manger. Quoi. Voilà. C'est Le un bel deuxième hommage. déclic, C'est un bel hommage. je ne sais pas. Voilà. Ok, merci. Qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer dans cette vie de percussionniste? Parce que les gens ne savent pas, mais c'est vrai que tu as beaucoup joué. Tu dirais sûrement dans un petit groupe, mais enfin dans plusieurs petits groupes, enfin des petits groupes quand même qui ont voyagé à travers le monde, notamment avec Moukta, qui est un groupe entre guillemets que certains qualifient de légendaire aujourd'hui, qui a quand même eu des victoires du jazz. Et puis après, voilà, je vais passer tous les artistes avec qui tu as fait des co-créations, mais bon, il y en a eu plus d'un, et notamment aussi ton groupe Okelienso.
que tu as monté aussi, qui était exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer dans toute cette vie, justement, d'exploration, de voyage, de co-création, de musique, etc. Je crois que la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est quand j'ai pu jouer en cérémonie de Santeria avec les champions du monde. Donc d'une façon, en toute humilité, hein, je veux dire, c'est pas moi qui prenais l'initiative, j'étais pas au tambour majeur, mais j'étais là, à leur côté, et je jouais avec eux. Donc là, c'est un peu, tu as l'impression de participer à un langage érudit, quoi, quelque chose qui est plutôt maîtrisé. Et ils t'acceptent, ils te laissent place. Donc tu as le droit de prendre le petit ou le tambour moyen. Donc pour moi, ça, c'était des grands moments un peu prestigieux comme ça. Alors, le prestige, tout relatif, mais pour moi, en tout cas, c'était un grand honneur de pouvoir m'asseoir dans cette situation, in situ, et avec eux. Oui, parce que c'est vrai que si on replace le contexte, donc à Cuba, on a des percussions populaires, les congas, les bongos, etc. Et il y a également les percussions afro-cubaines, les tambours bata, qui sont utilisés notamment dans les traditions aussi de la santeria, donc qui sont des tambours de trance. Peut-être que tu voudrais repréciser ça, mais là, tu es en train de parler précisément de cette situation où tu as été amené à jouer avec entre guillemets, les représentants, les maîtres transmetteurs de cette tradition. Oui, alors c'est ça. Alors après, on pourrait faire un peu d'ethnomusicologie ou de l'anthropologie, mais c'est pas le but de cette interview. Mais en tout cas, oui, c'est à ce moment-là dans ma vie que j'ai ressenti le plus d'émotions. C'est-à-dire que j'étais dans un contexte culturel très défini, très régulé aussi d'ailleurs, très codifié. C'est-à-dire que je me retrouvais dans un autre territoire, dans une autre langue musicale. Et donc là, il fallait avoir pris du temps, avoir été patient pour à la fois gagner la confiance des êtres humains, mais aussi avoir pris le temps de pouvoir parler ce langage. Donc ça, c'était pour que les gens te fassent confiance, il faut quand même qu'on ait une langue en commun, une langue musicale, hein, j'entends, en commun pour pouvoir participer ensemble au même événement. Voilà. Donc, comme tu le dis, et ça je voudrais le préciser, dans ces cérémonies, il y avait un moment qui était dédié à la trance. Et en l'occurrence, quand tu peux jouer dans ce moment-là, c'est que tu as atteint un niveau correct, par exemple. Parce que dans la cérémonie, il y a des moments de fête, il y a des moments d'introduction, il y a des moments qui sont vraiment là pour convoquer le médium, convoquer la divinité. C'est le moment de la transe. Et à ce moment-là, bah, si tu joues à ce moment-là, c'est qu'on estime que voilà, tu as un niveau correct. Voilà. Et ça m'est très peu arrivé, mais ça m'est arrivé de jouer à ce moment-là. Voilà. Et ça, c'est des moments très kiffants. Bon, c'est tendu, hein. Tu fais attention. Mais voilà. Pour moi, c'était des moments, voilà. Et après, après, je te dirais tous les moments d'échange que tu joues dans un bar, dans ta commune, ou que tu joues sur une grande scène avec plusieurs milliers de personnes, c'est toujours cette sensation d'échanger qui est importante. Il y a pas pour moi, il n'y avait pas de grande différence. Le nombre de gens dans le public ne changeait rien à ma joie à être sur scène. Voilà, pour répondre à ta question. Je peux témoigner, c'est vrai, pour t'avoir vu, que c'est vrai que c'était très communicatif. Et je me posais la question spontanément dans cette aventure aussi avec Moukta, le fait d'aller rencontrer d'autres cultures et de fusionner tout ça. J'imagine que ça a été très fort aussi pour toi, notamment d'aller enregistrer à l'étranger, etc. Ça a dû être des moments aussi marquants. Oui, ça c'est le cas, mais je crois que c'est le cas pour tous les artistes. C'est-à-dire que quand tu as pris le temps d'apprendre une langue étrangère et que tu la rajoutes à ta langue natale, ta langue, comment on dit ça, ta langue maternelle maternelle. Oui, voilà. Donc, ta première langue, on va dire, et tu commences à être bilingue et puis après trilingue, etc. Et donc, à chaque fois que tu vas rencontrer une autre culture, alors que tu as déjà exploré une deuxième culture que la tienne, eh bien, c'est une aventure qui a certaines analogies, qui a certaines choses qui sont similaires. Donc, tu as déjà un peu des clés et des méthodes
pouvoir pénétrer la culture de l'autre et mieux s'en saisir, quoi, voilà. Mais en tout cas, quand j'ai enregistré à l'étranger, parce que tu sais, on faisait notre métier en fait, donc c'est pas non plus de l'ordre de l'extraordinaire. Ouais, par contre, rencontrer là, quand on a fait des musiques de fusion, ça c'était intéressant. C'est-à-dire que tout le monde doit faire des concessions pour laisser place un peu à la culture de l'autre, et ça c'était vachement intéressant. Ouais. Quand tu as eu cette action justement de percussionniste, quel était le sens profond de ton action? Pourquoi tu faisais ce que tu faisais? Hein, au sens de comment tu voyais ce rôle-là que tu avais, ce rôle d'artiste? Alors, alors peut-être transmettre de la joie. Ça, c'est vraiment le rapport, parce que moi, j'ai toujours préféré la scène à l'enregistrement, au studio. Hein. Et bon, en considérant qu'il y a aussi un enregistrement, parfois en live, mais quand je dis l'enregistrement, je parle vraiment de la situation de l'enregistrement en studio pour produire un disque de studio. Donc, j'ai préféré toujours jouer devant un public que de jouer entre nous dans un studio. Donc, peut-être que mon rôle, pour moi, c'était transmettre de la joie dans l'instant. On va dire ça. Mais pourquoi aussi j'ai fait des percussions? C'est intéressant parce qu'il y a une démarche égoïste aussi là-dedans. C'est un ami qui est aussi percussionniste, Erwan Rom, qui un jour m'a dit et m'a donné les clés et m'a dit, mais tu sais, parfois en anthropologie, on va vers la culture de l'autre parce qu'on ne trouve pas les soins nécessaires pour soi dans sa propre culture. Et je trouvais que cette définition vachement intéressante parce que parfois on va vers l'autre parce que l'autre peut te nourrir, peut te soigner parce que tu n'as pas trouvé chez toi ce qu'il te fallait. Voilà. Je sais pas si Hmm. je réponds pas vraiment à la question, mais j'avais envie de te dire ça Ah aujourd'hui, si, quoi. ah si, complètement. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'à la fois on fait ça pour l'autre, on fait ça pour soi, forcément. Bien sûr. C'est intéressant. C'est beau de, de faire cette. Merci pour cette pépite. Euh, Quand on se décide de se lancer comme artiste, c'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer au départ, ensuite pour se maintenir, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Les difficultés, c'est les choix. C'est au début, il faut bien réfléchir. Voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une phrase comme ça en philo qui disait que, alors je ne sais pas comment c'était formulé, mais le sens de la phrase disait que c'est pas tant euh, ce qui est important, c'est pas de faire ce qu'il faut faire, mais plutôt de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'était intéressant. Et donc au départ de ta décision, c'est-à-dire le jour où tu décides de faire de ta vie professionnelle, tu décides de la faire en musique ou en tant que musicien, je crois que les premiers choix sont très importants. Pourquoi? Parce que de toute façon, quand tu as travaillé avec quelqu'un, tu vas à un moment ou à un autre, alors dans la plupart des cas, tu vas te séparer de ces gens ou de cette personne parce que c'est un début, une fin, le projet artistique. Mais en général, quand ça s'est bien passé, tu les retrouves des années après. Et ça, c'est très intéressant parce que au début, tu t'en rends pas vraiment compte, mais 10 ans ou 20 ans plus tard, le téléphone ressonne et c'est des gens qui, comme toi, ont changé, ont subi des transformations, voilà, des métamorphoses à la fois esthétiques et personnelles. Et puis ils t'appellent parce qu'ils ont repensé à toi et, euh, et donc, les premiers choix sont importants, je crois, parce que ça va un peu définir un peu les traces comme ça qui t'attendent. Donc, au début, je dirais, ne faites pas ce que vous voulez pas faire. Voilà, c'est ça que je Hmm. dirais. Voilà. C'est intéressant parce que ça m'amène sur la question suivante. Il y a certaines personnes, je crois qu'il y a le pape de la stratégie, qui s'appelle, comment enfin, bref, j'ai pas son nom en tête, mais il nous dit qu'un de ses tips ultimes, c'est justement savoir qu'est-ce que tu vas pas faire. Et pour lui, c'est vraiment le type ultime, et c'est ce que tu dis, donc comme quoi c'est vraiment, ça se recoupe. Et justement, je voulais savoir si pour toi, tu voyais des points communs entre l'artiste, l'entrepreneur, l'artisan, etc. D'ailleurs, il y a un sociologue que tu connais sûrement, Menger, qui était l'ancien
directeur de l'HESS, l'École des hautes études en sciences sociales, Ça me dit rien, mais c'est pas grave. il a écrit un livre justement, L'artiste, portrait du travailleur du futur, métamorphose du capitalisme. Et justement, il trouvait dans l'artiste sa manière de procéder dans ses choix artistiques, de se lancer sur des projets, etc. Quelque part, un modèle, en fin de compte, presque de société, dans le sens où on se lance en lâchant prise un peu sur l'argent, guidé par quelque chose qui fait sens, par l'esthétique, etc. On délivre ça et puis ensuite, advienne que pourra, quoi. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors, moi, j'ai souvent ressenti dans mon parcours en parlant de. Alors, d'abord, première chose, je me prends vraiment. Le mot artiste, pour moi, a le même sens que le mot artisan. C'est vraiment une histoire de savoir-faire, en fait. Tu détiens un savoir-faire et on fait appel à toi pour ce savoir-faire. En l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est d'autant plus probant que on m'appelait parce que j'avais une spécialité. J'avais étudié les musiques cubaines et afro-cubaines, principalement d'ailleurs. Parce que pour les musiques cubaines, aujourd'hui, on est nombreux à savoir jouer des congas pour jouer de la musique populaire cubaine. Donc, par contre, pour ce qui s'agissait du cycle Congo, Yoruba, etc., là, on est déjà beaucoup moins nombreux. Donc ça, je sais que quand on faisait appel à moi pour un projet artistique, on faisait appel à moi pour mes connaissances et mon savoir-faire. Donc, je suis un artisan. Là, je suis vraiment comme un menuisier, comme un mec qui monte une armoire chez toi, tu vois, pour une commande particulière. Voilà. Pour moi, c'est la même chose. Et d'ailleurs, j'ai toujours réfléchi à chacun des projets, quelque chose d'assez unique pour chacun des projets. Je me suis toujours emmerdé à bien réfléchir, tiens, comment je jouerais là, voilà, un peu comme j'avais entendu parler de. Une fois, j'avais vu une conférence. Alors, je prends du temps pour répondre, hein, Pascal, ça ne te dérange pas. Non, mais justement, c'est intéressant. C'est ça qui va inspirer les gens. Justement, c'est ce Donc, genre de par temps. exemple, j'avais vu une conférence d'un batteur dont j'ai oublié le nom, à Nantes, au conservatoire, qui avait joué avec tout le monde, qui était un grand batteur de métal, entre autres, et d'autres musiques. Et pour lui, le meilleur batteur du monde, c'était Ringo Starr. Alors qu'entre ce batteur-là et Ringo Starr, il y avait un fossé énorme, techniquement parlant. La salle avait d'ailleurs réagi à cette proposition. Et là, il avait expliqué pourquoi, pour lui, Ringo était le meilleur. Il avait joué 5 batteries de Ringo Starr, sans dire quel titre c'était, et aussitôt la salle chantait le tube qui allait avec. Il avait prouvé par A plus B que Ringo s'était fait chier à réfléchir à chacune de ses batteries pour chacun des morceaux des Beatles. Et que aujourd'hui tu retirerais cette batterie, t'en mettrais une plus classique, ça ne ressemblerait plus au tube. Donc, alors sans le savoir d'ailleurs, à l'époque quand j'avais vu ça, ça faisait longtemps que je faisais ça, moi j'ai essayé de personnaliser à chacun de mes projets un rythme en particulier. Voilà, donc ça c'était déjà la première chose. Donc un artisan et moi, pour moi, nous sommes. Tu m'appelles artisan, tu m'appelles artiste. Pour moi, c'était normal et ça faisait partie des choses entendues pour moi. Ça c'est la première chose. Et puis sur mon parcours, pour répondre à ta question, souvent quand j'ai parlé avec d'autres professionnels qui faisaient d'autres métiers, c'est pour revenir au modèle qui était proposé par le sociologue là. Eh bien, c'est vrai que j'ai souvent été surpris, même parfois sidéré, par des complications que les gens croisaient, par des nœuds dans leur métier qui pour moi, n'en étaient pas. Que j'avais déjà, comment dire, trouvé des clés, trouvé des solutions pour ces nœuds-là. Parce que mon métier m'emmenait déjà dans un champ des possibles très large, en fait. Et je me rendais compte que parfois, alors, c'est peut-être un peu, c'est pas avec de la condescendance que je dis ça, c'est un peu prétentieux, mais je le pensais. Parfois, je me disais, mais il se complique la vie, alors qu'en fait, c'est plus simple que ça. Donc ça, c'était pour répondre, voilà. Tu parles sur des choix, sur des manières de faire, des choses comme ça, tu veux dire, sur l'état d'esprit dans lequel tu abordes le métier. Oui, sur les 3 choses que tu viens de citer, oui. Et puis, plus précisément sur l'administratif, par exemple. C'est-à-dire que nous, on a un métier très, très compliqué pour l'administratif avec l'intermittence du spectacle en France, en l'occurrence, et avec des lois, tu vois, par exemple, aujourd'hui, les gens se plaignent des changements de loi avec le Covid. Il faut savoir que nous, on n'a jamais vécu une année
similaires au niveau législatif, au niveau juridique chômage, par exemple, chez nous. Le droit du chômage a tout le temps, on a changé de caisse, on a changé de statut, etc., en permanence. Et on nous avait d'ailleurs prédit la mort du statut d'intermittent du spectacle français presque tous les 2 ans. Donc, tu vois, donc j'ai trouvé que dans d'autres métiers, les gens se compliquaient la vie avec l'administratif. Et pour moi, alors qu'en réalité, si j'avais dû leur parler de ma réalité administrative, ben là, ils étaient complètement perdus, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que voilà, je parlais vraiment dans l'entreprise, tu vois, dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences, selon moi, il faut pas se compliquer la vie avec. On a le droit aux erreurs. On est là aussi. Par exemple, j'ai donné un exemple très bête, hein, si je peux me permettre, c'est très technique, mais n'hésitez pas à aller parler avec le Trésor public. N'hésitez pas à aller parler avec l'URSSAF. On a le droit de. Les gens parfois prennent ça pour des institutions finies, terminées, tu vois, immobiles. Mais en réalité, c'est pas vrai du tout. De l'autre côté, vous avez des gens qui sont des êtres humains et qui peuvent vous recevoir dans un bureau. Donc, tu vois, c'est un truc, souvent, j'ai trouvé que c'était un peu rigide. Voilà. On pourrait même aller plus loin en disant que l'URSSAF est votre ami. Pas jusqu'à là, mais en tout cas, oui. Quoi qu'il arrive pour la société, certainement. Moi, je te dis ça parce que mon conseiller URSSAF, il est venu faire du kayak avec moi. J'ai son numéro personnel. Et dès que j'ai un truc, je l'appelle et il me reçoit et c'est super et ça se passe bien. Et l'URSSAF me doit de l'argent. Donc moi, je démontre l'inverse, quoi. Je me démontre qu'on peut être ami avec l'URSSAF. Eh ben, écoute, je trouve ça très bien. En tout cas, moi, j'avais pas. Quand il a fallu définir un peu nos histoires de frais, tu sais, parce que pour nous aussi, c'était un peu compliqué avec les impôts. Eh ben, avec mon épouse, on était rencontré une dame qui n'est pas devenue notre amie, mais en tout cas qui est devenue une habituée, quoi, pour nous, en tout cas. Et on la voyait, et elle nous recevait, bonjour monsieur, madame Congar, je veux dire, elle savait qui on était, donc voilà. Et on a pu avec elle, plutôt que de prendre ça comme quelque chose de très coercitif, on a été les voir. Donc c'est un peu. Parce que là, je parle des jeunes entrepreneurs, tu vois, qui peuvent être effrayés au départ. Ben non, ne soyez pas effrayés. Allez à la rencontre. N'hésitez pas. Oui, pas avoir peur de poser des questions, effectivement, d'aller dans la rencontre, quoi. Bien sûr. Ouais. Tu t'attendais pas à cette réponse. Si, non, mais c'est intéressant. Mais justement, j'aimerais savoir, d'après toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui serait vraiment inspirant pour un jeune entrepreneur, justement, s'il y avait d'autres exemples, par exemple, sur le processus créatif, ou alors, je sais pas, sur la manière dont tu avais de gérer plusieurs projets à la fois, tes critères de choix. J'aimerais savoir si tu avais des petites pépites à ce niveau-là. Alors, il y a 2 questions dans ta question. Ouais. Je vais répondre à la deuxième moitié. Déjà, je pense que quand on a une entreprise, au départ, on a un matériau, tu vois, on a des matières premières. Pour la création, c'est ces matières premières qui m'ont permis d'aller dans divers projets. Mais moi, ce que je dominais dans chacun des projets, c'est la même chose. Ça, c'est important à comprendre. La diversité de mes projets était possible parce que moi, je ne me diversifiais pas moi. J'allais chercher d'autres artisans, d'autres artistes pour faire ce que je ne savais pas faire. Donc ça, c'était important. Et moi, je venais avec le même savoir-faire que d'habitude. Donc, ma clé, c'était le mélange. Voilà, je mélangeais, et le mélange et la dose. Voilà. Et puis, donc la première partie de ta question, je l'ai oubliée. C'était, est-ce qu'il y aurait des éléments qui pourraient être intéressants, je ne sais pas, par rapport à des entrepreneurs sur le processus créatif, ou alors c'était sur la manière d'accepter les projets. Voilà. Alors, ça, j'en ai parlé au début, ne faites pas ce que vous ne voulez pas faire, même au risque parfois de perdre un peu d'argent, mais ne faites pas ce que vous ne voulez pas faire, c'est important. Si au niveau éthique et moral, il y a des trucs qui vous emmerdent, assumez-les parce que ça sera payant pour l'avenir, quoi qu'il arrive. Ça, c'est ce que je pense vraiment. Mais après, il y a un autre truc qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, je conseillerais aux entrepreneurs, quels qu'ils soient, c'est de pouvoir aller participer ou aller observer ce que c'est qu'un enregistrement en studio d'un disque,
d'aller observer, ne serait-ce qu'un après-midi, un metteur en scène qui met en place une pièce de théâtre. Et je crois qu'à chaque fois, ça sera un bel enseignement pour les. Voilà, d'ailleurs, on fait de plus en plus intervenir des gens en entreprise pour ça, d'ailleurs. Il y a des stages de rire, il y a des stages de bon. Mais je crois que si un entrepreneur voyait comment un metteur en scène ou une réalisatrice travaille, et quelle est la finalité du travail, parce que des fois, ils passent par des biais inattendus pour quelqu'un qui ne connaît pas nos professions. Et ça, c'est vachement intéressant et ça pourrait leur donner beaucoup, beaucoup d'idées pour. Alors là, c'est plutôt pour mener à bien l'équipe. Hein, je veux dire, c'est vraiment de l'intra-entreprise et c'était souvent intéressant d'ailleurs. Moi, je me rappelle, il y avait un gars qui, dans l'orchestre, qui m'avait convoqué dans un orchestre. Alors j'ai été pris parce que mon signe zodiacal correspondait au pupitre avec qui j'allais jouer. Donc ça, c'était très drôle. Lui, il regardait les signes des gens et voilà. Mais en tout cas, allez voir, si un entrepreneur a du temps, qu'il prenne du temps pour aller voir les artistes, comment ils travaillent. Ça, c'est vachement intéressant. Il y a même une personne sur Paris, là, j'ai oublié son nom. Alors, elle s'appelle Valérie Bobo, d'ailleurs, pour les gens qui seraient intéressés. Et elle fait intervenir des artistes plasticiens en résidence dans l'entreprise. Et justement, l'artiste crée, et donc les personnes qui sont dans l'entreprise vont discuter avec elle, ils voient comment il fait, et en fait, ça les inspire. Ils voient qu'ils perdent du temps à des endroits où il n'y aurait pas besoin, ils échangent. Voilà, il y a quelque chose qui se crée qui est vraiment positif, en fait. Et elle, c'est sa spécialité, elle fait que ça. C'est vraiment c'est sa marque de fabrique, quoi. Elle aide les personnes dans l'innovation grâce aux artistes qui amènent des vues parfois décalées, mais en tout cas simples et orientées création. Voilà, donc. Là, tu me fais penser à quelque chose qui est. C'est un sketch de Coluche. Il est alors de mémoire, je suis plus. Il joue de la trompette avec un gant de boxe. Et alors, je ne sais plus si dans ce sketch-là, c'est vraiment le cas, mais en tout cas, peu importe. Il est à la trompette devant et il participe à une répétition. Et donc là, les musiciens ne sont pas fictifs, ils sont présents. Mais la répétition vue par Coluche d'un groupe de musique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la bataille des égos, une vexation, etc. Et je vous conseille, même à toi, parce que d'aller voir ce sketch, ça va te rappeler quelques souvenirs. Ouais, déjà, je vois. Ouais, ça a l'air énorme. Rien que ça me donne envie, j'irai voir après. Ouais, et puis, je conseille aux chefs d'entreprise de le regarder. Ça nous apprend vachement. Alors là, c'est dans le contexte de la répétition musicale, mais il est vraiment pas loin du tout de la réalité, quoi. Yes. Maintenant, j'aimerais savoir, comme tu sais que je m'intéresse aussi aux 5 éléments, et j'aimerais avoir ton regard sur le parallèle qu'on pourrait faire entre le monde des orishas et les 5 éléments. C'est-à-dire les mondes des orishas qui sont Alors, je te laisse en parler peut-être parce que tu en parleras mieux, mais si tu as compris le sens de ma question, savoir si toi, tu fais un parallèle entre les éléments et les orishas et peut-être rappeler rapidement ce que c'est que les orishas, peut-être. Bon, d'abord, tout à l'heure, j'ai utilisé un nom commun, j'ai dit Santeria, pour que ça soit parlant pour tout le monde. Parce que la Santeria, voilà, ça se passe à Cuba, et pas que maintenant, mais bon, voilà. Et en fait, le vrai nom, c'est Regla de Ocha, et le vrai nom aujourd'hui, c'est Regla de Ifa Ocha. Bon, ça devient très technique, là, mais en tout cas, c'était pour te dire, voilà, on est dans un contexte particulier. Dans ce contexte particulier, il y a un panthéon. Alors, il y a des gens, il y a des scientifiques qui vont expliquer en sciences humaines que ce n'est pas un panthéon, tout ça. Ça, c'est encore d'autres débats. Mais en tout cas, il y a un groupe de dieux, il y a un ensemble de dieux, avec des dieux majeurs, des dieux mineurs, et qui vont représenter, selon les avatars, qui vont représenter différentes choses, liées à la nature ou pas d'ailleurs. Ça peut être lié aussi au caractère humain. Ça peut être, voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces dieux s'appellent des orishas. Voilà, ça c'est le mot que tu viens d'utiliser. Orisha, ça veut dire donc Dieu divin dans la regla de Ocha ou Santeria. Voilà. Là, j'ai voulu expliquer cette phrase pour. Voilà, on n'ira pas plus loin dans la technique, ça ne sert à rien. En ce qui concerne les 5 éléments, d'abord, la première des choses, c'est que chacun des orishas a
un corollaire naturel. Tous. Il n'y en a pas un qui n'ait pas quelque chose à voir. L'un va être avec la montagne, l'autre va être avec la rivière, l'autre va être avec l'océan, l'autre va être avec la foudre. Voilà. Et l'autre va être avec les métaux, etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas d'orisha qui n'ait pas quelque chose à voir avec une corrélation avec la nature. Ça n'existe pas. Donc, déjà, dans cette corrélation avec la nature, tu vas forcément retrouver les 5 éléments. Mais avant de creuser ça, parce que là pour le coup, là, il nous faut 3 jours de stage, quoi, 3 jours de conférence, et c'est un séminaire, quoi, tu vois. C'est de la théologie pure, en fait. C'est une idée, hein, c'est une idée. Hein. Oui, donc, et donc là, on rentre dans un truc qui est intéressant, c'est que dans toutes les sagesses du monde, qu'elles soient de l'ordre du religieux ou d'une sagesse, comment on pourrait dire, spirituelle, non religieux, non, parce que j'ai évité les noms païens, laïcs, profanes, ouais. Tu vois, parce que ça veut rien dire. Ça, c'est condescendant pour le coup. Donc, donc, on va dire religieux ou sans religion. Dès lors qu'on va proposer une sagesse, on va traiter les 5 éléments. Il n'y a pas, ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe pas. Mais c'est la matrice première. Hein. C'est la matrice première. Voilà. Au début, il y avait les 5 éléments, bien sûr. Dès lors que tu vas voir. Alors, au début, forcément, tu connais l'histoire. On a commencé par l'essence. Donc, on a animé l'inanimé parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un arbre ou une pierre, un caillou, un rocher était de l'ordre de l'inanimé. Ce n'était pas possible. Chacune de ces choses était mobile et avait un pouvoir, comme nous, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment la première démarche. Mais dès lors qu'on a un peu pris conscience de choses un peu plus compliquées, le 5 élément arrive dans toutes les formes de sagesse ou toutes les formes de religion. On n'évite pas ça. C'est dans la 2e ou la 3e phase de réflexion, en fait, tu vois. Donc, forcément, tu vas les retrouver dans les orishas, mais ils ne sont pas présentés comme tels. On ne parle pas des 5 éléments, par exemple. Il n'y a pas cette présentation-là. C'est en filigrane. Voilà. Oui, il y a ça aussi, mais parce que de toute façon, ils sont partagés. Tu vois? Alors justement, j'en profite pour, avec ce recul que tu peux avoir sur le métier d'artiste, quels seraient les conseils que tu donnerais justement à un entrepreneur ou à un jeune créateur avec cette grille de lecture, entre guillemets, des 5 éléments ou des orishas? C'est une question un peu, peut-être un peu tirée par les cheveux, mais bon, vu que j'aime bien ça. Non, mais c'est pas tiré par les cheveux, mais il y a un truc, alors je crois qu'on doit pouvoir le retrouver sur Internet qui est vachement intéressant. C'est un livre qui s'appelle Orisha de Pierre Verger, qui était donc un photographe qui travaillait pour le Musée de l'Homme à Paris, qui est un mec qui a fait un travail de fou. Voilà, c'est très rigolo parce que lui, il s'est toujours prétendu à la fois apostat du catholicisme et athée. Et pour autant, il a passé sa vie dans la religion Yoruba, que ce soit au Bénin ou au Brésil. Et il a été aussi, alors je crois qu'il a été à La Havane, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, il a très bien connu Lydia Cabrera, qui est aussi à l'époque une ethnomusicologue sur les musiques afro-cubaines. Ils se sont très bien connus. Donc à l'époque, le réseau de ces scientifiques était très réduit. Donc. Et Pierre Verger a écrit un livre qui s'appelle Orisha. Il y a beaucoup de photos. Et à la fin, ça c'est vachement intéressant, c'est qu'à la fin, il va parler de l'orisha, par exemple, Obatala, ou de l'orisha Chango, ou de l'orisha Elegua. Donc voilà, il va parler des orishas majeurs. Et à la fin, il parle d'archétypes. C'est-à-dire que les Yoruba, comme nos signes zodiacaux, prétendent que quand tu es enfant de l'un d'entre eux, tu as un caractère qui va avec. Donc, tu as des traits de caractère qui sont imposés, un peu comme les gens avec Mars ou Neptune ou Balance, Vénus. Ouais. Donc, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, il y a eu des essais de travaux, mais ça n'a pas abouti, mais des gens qui voulaient relier l'astrologie avec la santeria. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas lu encore d'études ou de travail théologique intéressant, mais en tout cas, il y a des gens qui ont essayé de faire ça parce qu'il y avait vraiment
des analogies possibles. Donc, C'est sûr. les fils des Légois, par exemple, on sait d'une certaine façon quels sont leurs archétypes. Moi, j'ai un ami français qui est fils des Légois, homo Légois, on appelle ça. Et donc, il a été à Cuba, il s'est un peu initié à la chose, et puis on lui a appris qu'en fait, son ange gardien, celui qui le protégeait en premier lieu, c'était Légois. Et quand tu lis l'archétype qu'a écrit Pierre Verger, tu as l'impression qu'il parle de lui, vraiment. Ça, c'est très impressionnant. Donc, voilà, premier conseil, je leur dirais, essayez de vous procurer ce livre pour lire les archétypes. C'est un regard très différent de ce qu'on a d'habitude. Il y a des mélanges auxquels on ne s'attend pas. Et effectivement, quand on réfléchit à nos cultures, eh bien, ils se retrouvent un peu chez nous. Donc voilà. Maintenant, je vois quelle est ta question avec les 5 éléments, mais là, j'ai Non, mais voulu te dire… ce serait peut-être l'idée de dire, par exemple, tu parles des Légois, si je ne me trompe, qui est l'Orisha qui ouvre les voies. Quelle serait la Oui, question, par exemple, que poseraient les Légois? Quelle serait la question que parlerait… Je prends un exemple un peu tiré par les cheveux, mais je dirais, est-ce que les Légois te diraient, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire, par exemple, ou est-ce que Yalodé dirait pas, qu'est-ce que tu ressens, tu vois, peut-être plus du côté des émotions, tu vois, je sais pas, je me demandais si c'est pas quelque alors chose qu'on pourrait. c'est pas, ça peut pas être aussi précis que ça parce que quand on dialogue avec les orishas, ce qui arrive, les devins, les babalao, tout ça savent le faire, les santeros confirmés savent le faire. Donc, en fait, ils posent une question et l'orisha répond par oui ou par non. Donc, tu vois Hmm. bien que Elegua ne va jamais te dire quelque chose d'aussi précis avec une phrase dotée d'adjectifs, de locution et tout ça. Non, non. Elegua, il va te dire oui ou non à la question que tu poses. Donc, en général, ce que tu apprends, d'ailleurs, en mythologie, c'est qu'il faut que tes questions soient précises. Parce que quand tu as fini ta question et qu'il a répondu, la personne qui est derrière toi, il fait oui, mais c'est quoi ta question? Ça concernait quoi? Ça consistait en quoi? Donc là, il faut que ta question elle soit très précise, quoi. Donc ça, Hmm. c'est une langue, mais c'est pas de ça dont je parlais. Ce que je voulais dire, c'est que il se procure ce bouquin, ça doit être, je sais pas, 6 ou 7 archétypes, hein, c'est tout. Mais c'est Hmm. justement une lecture du monde qui est complètement nouvelle sur ce que sont les êtres humains. C'est-à-dire que nous, on pense que on a organisé, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, les enfants sont comme ça. Et quand tu lis ces archétypes, tu te rends compte que ah oui, mais c'est pas vraiment organisé pareil. Et, et c'est en cela que je pense que cette nouvelle lecture pourrait aider un jeune Hmm. entrepreneur à partir sur un truc. Ça, c'est une histoire d'information, en fait, de se dire que le monde, il faut un peu se méfier du carcan de cette institution culturelle qui nous donne à regarder le monde d'une certaine façon. Et que parfois, bah, moi, je me rappelle un regard qui était lié à la racialisation et au racisme. Nous, on cherchait quelqu'un d'important dans notre association à un moment pour un projet artistique. Et j'avais fait appel à une jeune Congolaise de 22 ans. Et je me rappelle quand nous sommes entrés dans le CA, tous les deux, elle et moi, puisqu'en fait, je voulais la présenter au reste de l'équipe, il y a quelqu'un qui a dit bah, ça ne m'étonne pas de toi. Il entendait que lui, il ne lui serait jamais venu d'aller chercher à la fois une femme, une noire, pas française, tu vois, etc. Donc, c'est toujours l'histoire du regard sur le monde qui est intéressant, quoi. Voilà. On croit qu'on a des Hmm. solutions, mais elles sont plus larges que celles qu'on imagine. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pas Si, je te vraiment répondu à remercie, ta question. Olivier, mais justement, c'est bien, en fait, ça m'amène, en fait, à plus à toi, c'est qu'on va dire, ce qui est intéressant, c'est plutôt de soi-même aller chercher justement à questionner l'évidence, on va dire, en s'ouvrant à 360 degrés, sur des cultures différentes, etc. En fait, en tout cas, toi, personnellement, si tu avais un conseil à donner, ce serait ça. J'en ai un autre qui est important parce que moi, c'est une erreur que j'ai commise et que si aujourd'hui, du haut de mes 60 berges, on pouvait me laisser recommencer et je ne ferais pas pareil, il faut s'écouter. En fait, en soi, on a des réponses. C'est-à-dire que il m'est arrivé maintes fois dans ma vie de subir un écueil ou un échec et me dire je le savais.
Ça, je le savais en fait. Et, conclusion, bilan, je ne me suis pas écouté. Et j'aurais dû m'écouter. J'avais en moi le fait qu'il ne fallait pas faire ça. Donc, j'avais en moi, c'était pas cette personne qu'il fallait convoquer, c'était pas cette personne avec qui j'aurais dû travailler, tu vois. Voilà, c'est important. Je savais que le projet ne prendrait pas la figure que je souhaitais qu'elle prenne, ou voilà. Donc ça, c'est toujours intéressant, s'écouter. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, donc je conseillerais de. Voilà. Est-ce que tu verras encore autre chose d'après toi qui est... Alors justement, je me rappelle que quand je faisais de la sociologie à l'université, je t'avais interviewé, je me rappelle, dans un resto. Et tu m'avais, je me rappelle, confié à l'époque que pour toi, ce qui était essentiel, mais tu en as déjà parlé, ça avait été de te spécialiser. Est-ce que tu pourrais me donner ton regard là-dessus, justement, sur la spécialisation? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un changement de paradigme avec l'économie bleue, justement, où quand on s'aperçoit que, par exemple, quand on extrait du café, on n'utilise que 0,40% de la plante et que tout le reste, on le jette. Aujourd'hui, on est en train de se dire il ne faut pas se spécialiser dans un seul corps business, comme ils disent. Au contraire, tu peux utiliser le café, mais aussi garder la plante, faire un compost, peut-être utiliser le compost pour faire pousser des champignons, etc., et diversifier tout ça, tu vois. J'aimerais avoir ton regard sur justement l'intérêt de se spécialiser et en même temps le fait de rester quand même ouvert sur toutes les multiples, bon, les économistes bleus, ils diraient les multiples cash flows qu'il peut y avoir, mais en tout cas les multiples manières d'ouvrir des possibilités de relations, tu vois, autour de soi et de son savoir-faire. Pour moi, la spécialisation, le fait de ma spécialité, le fait d'avoir du temps à me spécialiser, ça m'a ouvert à l'universel. En aucun cas, ça m'a enfermé dans quelque chose. C'est-à-dire que dans un livre de littérature, dans un roman, tu as l'universel qui est dans le roman. Là, je suis en train de découvrir, je ne l'avais pas lu encore, Les raisins de la colère de Steinbeck. Mais en fait, cet ouvrage a eu un tel succès, c'est pas parce qu'il il s'inspire de la répression américaine. Non, c'est qu'il parle de l'homme face à la douleur, de l'homme face à la souffrance, de l'homme face à l'adversité de la vie. En fait, on en est tous là, quoi. Voilà. Donc, je pense que se spécialiser, ça te permet de mieux comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que quand Steinbeck écrit ce livre, il comprend l'homme en général. Il comprend le mec qui habite aujourd'hui à New Delhi, qui a une femme, des enfants. Il essaye de faire au mieux pour que ses enfants aient des études correctes, que le pays ne parte pas en guerre pour qu'on reste dans un pays en paix. Je veux dire, les soucis sont communs. Nos soucis sont communs. Quand tu parles du café, mais le mec qui va spécialiser, s'il est sérieux sur le fait d'extraire de la plante un certain pourcentage pour faire un jus d'excellence, tu vois, un bon café. Bien. Mais s'il est sérieux, s'il est vraiment sérieux, il est obligé d'étudier le reste. Moi, je me suis jamais spécialisé en disant que tiens, je vais étudier les tambours bata de Cuba, par exemple, sans aller voir d'où ils viennent, sans aller voir l'histoire de Cuba, sans comprendre ce qui était arrivé aux populations noires de Cuba, etc. Je veux dire, il y a un moment, si tu es sérieux dans ta spécialisation, tu t'ouvres à l'universel. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille être... il faut, bon, après, il y a des biais et des travers, c'est-à-dire que nos systèmes économiques, des fois, nous forcent à oublier le reste, quoi. Mais ça, c'est normal, c'est l'économie qui est comme ça, tu vois. Il y a eu le challenge. Mais si on est sérieux, si on fait les choses sérieusement, bon, voilà. Mais en toute humilité, hein, je veux absolument pas, je suis pas prosélyte quand je dis ça. Non, mais je partage. Hein. Je pense qu'effectivement, si on est sérieux, qu'on se spécialise dans quelque chose, finalement, on touche à tout. Oui. Mais c'est vrai que c'est à l'inverse, comme tu dis, de l'économique, où parfois on se spécialise, mais peut-être on ne fait pas les choses assez sérieusement, et du coup, on oublie qu'on peut s'ouvrir davantage encore. C'est un peu un changement de paradigme actuel, hein, quand même, qui est en Mais train de c'est se un passer. truc qui est lié, c'est un truc qui est lié au temps qu'on te laisse, tu vois. Je veux dire, il faut bien comprendre qu'on est quand même entré dans l'immédiateté, on est dans l'ère de l'immédiat et que on n'a plus beaucoup de temps, quoi.
Et comme on n'a plus beaucoup de temps, alors en tout cas, des gens qui savent prendre leur temps, aujourd'hui, c'est un grand luxe. Hein. C'est voilà, il faut pas. Moi, je n'ai aucun jugement de valeur sur les gens qui se dépêchent, quoi. Tu vois. Et je vois très bien que quand j'étais avant qu'il m'arrive mon accident, j'étais dans le challenge du temps manquant. Donc, je me rappelle, quoi. Il fallait se dépêcher. Donc, c'était la roche. ouais. En tout cas, c'était souvent le cas. Justement, j'en arrive à cette question. Toi, aujourd'hui, ça serait quoi ta vision de la réussite? De manière générale, peut-être c'est une question un peu philosophique, mais qu'est-ce que ça serait ton regard là-dessus? Alors, pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était la quête du bonheur. Et puis, depuis que je suis un peu rentré chez Montaigne, j'ai commencé à changer aussi de paradigme. Tu aimes bien ce mot, donc je le réutilise. En tout cas, oui, j'ai changé, je reconfigure un peu la méthode là. C'est-à-dire que Montaigne m'a appris déjà que il m'a mis en lien avec une idée que l'impermanence, tu vois, est une loi universelle. C'est un truc tiré des sagesses d'Asie, ça, et en l'occurrence d'un des bouddhismes, mais on peut le retrouver dans l'hindouisme, etc. Donc, comprendre que tout est mobile, tout est en train de changer. Ça complètement, grâce à Montaigne, j'ai compris ça donc je suis en train de le relire, de le relire encore, parce que j'ai l'impression qu'à un moment, la réussite, c'était la quête du bonheur. Et maintenant, je me rends compte que, en fait, c'est vachement lié à l'instant. Et c'est très lié à ce qui t'arrive maintenant dans tel espace-temps. Et donc, voilà. C'est pareil aussi, Einstein, ce qu'a dit Einstein me fait comprendre des choses aussi, tu vois. J'ai décrit aussi grâce à Einstein ces derniers temps. Donc, c'est le mot réussite aujourd'hui qui me pose problème. Tu vois, ah bah, justement, vas-y, développe. Du coup, derrière le mot réussite, deux points, ouvrez les guillemets, et ben, il n'y a pas de phrase. La réussite, c'est, il n'y a rien. Il y a trois petits points et en fait, je n'ai plus cette sensation de pouvoir y mettre quelque chose. Je n'ai plus cette certitude, ça fait longtemps que c'est fini. Et je sais que la recherche du bonheur, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas vrai. La quête du bonheur, c'est intéressant. C'est très intéressant, mais ça ne donne pas tout. Il faut aussi réfléchir à d'autres choses. On est pluriel, c'est complexe. Et surtout, ce qui est vraiment en train de rentrer dans ma vie, c'est la conscience de la mobilité. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les choses qui bougent tant. Et ça, et l'accepter profondément, ça change beaucoup de choses. Donc, pour moi, alors en ce moment, j'aurais beaucoup de difficultés à te répondre. Réussir sa vie pour un entrepreneur, c'est quoi? Parce que si j'avais su que les années 2000 dépassées, on en serait où on en est aujourd'hui, ben, je peux dire que j'aurais fait d'autres choix au départ. Hein. Donc, voilà, mais non, il faut accepter que ça change. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est mon ultime travail en ce moment, pas l'ultime avant la mort, hein, mais en tout cas, c'est mon dernier travail en ce moment, c'est d'accepter, d'accueillir qu'on est tout le temps dans une métamorphose totale, globale, tu vois. Si je peux dire un truc d'Édouard Glissant que j'aime beaucoup, qui dit « Rien n'est vrai, tout est vivant ». Ok, merci bon, après, Guadeloupéen, Édouard Glissant, il me semble. Ah oui, c'est vrai que tu es à Guada. Ah oui, mais pour moi un grand maître à penser, c'est Glissant. Mais bon, pour moi, il y a une profondeur telle chez Glissant. Le tout monde, c'est bon. On ne va pas développer ça maintenant. Mais en tout cas, quand il dit « rien n'est vrai, tout est vivant », et dans le mot « vivant », ça y est, j'ai compris que ça veut dire mobile. Aussi. Ça veut dire aussi mobile. Hein. Ça ne veut pas dire que mobile, mais tu vois. Et ça, un jour, j'ai dit ça à ma prof de philo à la fac, et avant le Covid, là, quand j'allais encore à l'université, et elle était très montagnenne à fond. Et je lui dis, mais vous connaissez Glissant? Elle me dit non. Et là, je lui ai dit cette phrase, elle me dit, oh, mais qui est cet auteur? Et pour elle, c'était tellement lié à ce que disait Montaigne, voilà. Donc,
Rien n'est vrai, tout est vivant. Et ça, c'est vraiment, alors ça ne résume pas la pensée de Montaigne, mais en tout cas, ça l'évoque vraiment. Voilà. Spontanément, j'ai envie de te reposer une question, c'est au sujet de. Alors, c'est pas vraiment la réussite, parce que bon, au final, je partage un petit peu ce que tu dis là-dessus, dans le sens où moi, j'aime bien la citation de. Je sais plus quel poète qui dit pour moi, la gloire, c'est de marcher dans une allée de hêtres que vaut à côté gîte trépidante et ovation. Tu vois, dans le sens où. Et moi, souvent, en boutade, je dis pour moi, la gloire, c'est de ramer entre deux palétuviers, tu vois, voilà. Donc après, chacun sa vision, tu vois. Pour moi, là-dessus, j'ai aucun jugement, tu vois. Là-dessus, je pense que chacun met le curseur où il veut, tu vois. Mais justement, par rapport à ces quêtes un peu déplacées, j'étais avec Stéphane Rio dans un entretien précédent et il me disait qu'il travaillait souvent avec certains chefs d'entreprise qui étaient dans des quêtes un peu, on va dire, un peu des ego trips, tu vois. Et j'aimerais savoir quel était ton regard là-dessus, parce que je pense que dans l'artistique, c'est pareil, il doit y avoir sûrement aussi parfois des quêtes de renommée, de gloire qui sont un peu déplacées en mode ego trip ou des preuves à faire. Et j'ai l'impression que ces espaces, on n'a pas forcément besoin de visiter toujours ces espaces et qu'au contraire, ça peut aussi faire des ravages. J'aimerais savoir avoir ton regard là-dessus. Le regard, il va être de l'ordre du psychologique, c'est-à-dire que c'est vrai que nous, dans notre milieu artistique, on a beaucoup de gens égocentrés, auto-centrés, qui sont à la fois dans le prestige, dans cette quête du prestige tout le temps, tu vois, et ils veulent être en devant de scène, quoi. Tu vois, donc voilà, donc ça on en a beaucoup hein, chez nous et beaucoup de conformisme, hein, malgré ce que malgré, non, au contraire de ce que certains peuvent penser, c'est-à-dire que on pourrait penser que l'artiste, il est un peu olé, mais pas du tout. Hein. Dans notre milieu artistique, en tout cas dans le milieu musical, il y a beaucoup de gens qui sont conformistes. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont égocentrés, comme tu le disais tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe avec eux chez nous, quand je dis chez nous, c'est-à-dire dans ce milieu musical, artistique qui peut se produire, parce que la musique, c'est large. Il y a des gens qui jouent très bien la musique, mais qui ne se produisent pas. Donc, je parle vraiment des gens qui peuvent aller sur scène ou produire des disques et tout ça, donc qui sont écoutés. Voilà. Pour les artistes musiciens écoutés, c'est moins compliqué, puisque justement, leur égocentrage est récompensé par le regard de l'autre. On va dire ça. D'ailleurs, à ce sujet, je fais encore un aparté, c'est un ami péruvien, quand j'étais gamin, j'avais 18 ans, je commençais à travailler avec... j'avais 19 ans, j'étais au Pérou, là, j'habitais au Pérou, j'avais travaillé avec un acteur, il m'avait donné la définition de l'art. Pour lui, l'art, c'est un échange. Par exemple, un mec ou une nana est dans son salon et il joue merveilleusement bien une pièce de Bach, ce n'est pas de l'art pour lui. Il ouvre sa fenêtre et une personne sur le trottoir s'arrête, écoute l'œuvre, ça devient de l'art. Donc, tu vois, et ça, par exemple, pour les gens qui sont très égocentrés, pas du tout. Et pour nous, la vision très française de l'art, pas du tout. Une œuvre de Bach bien jouée, c'est de l'art. Donc, mais ça, c'est aussi lié un peu à la prétention, à l'élitisme et tout ça. Mais bon, tout ça pour te répondre que tous les gens que j'ai pu croiser, qui étaient égaux et autocentrés, qui avaient besoin d'être vus, d'être reconnus, voilà, et ben, c'était lié à une souffrance. Voilà ma réponse de l'ordre de la psychologie. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui est là dans un égo trip à fond et qui va d'ailleurs, souvent il est capable d'écraser les autres pour y arriver. Donc, ça c'est aussi lié à une souffrance. Donc la lecture, pour moi, elle est, je ne sais plus quel philosophe en avait parlé. Il faut, ah bah oui, il y a l'histoire d'Alexandre le Grand avec son cheval, là, tout le monde veut monter alors je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. J'ai oublié le nom du cheval, mais peu importe. Bucéphale, je crois qu'il s'appelle. Je ne suis pas sûr. Et Alexandre le Grand, qui est encore un jeune homme, hein, c'est pas un enfant, mais c'est un jeune, il se rend compte que le cheval a peur de son ombre. Donc, il se démerde pour monter sur le cheval en ayant l'ombre, le soleil face à lui et l'ombre derrière lui. Et tout le monde est impressionné par le fait qu'Alexandre arrive à le monter et même à le dompter, etc. Donc, voilà, le mec qui est égocentré, s'il ne fait pas chier les autres avec ça, tu vois, s'il n'écrase pas les gens, bah,
ça va, ça peut être moteur. Mais si à un moment, il commence à manquer d'éthique, laisser un peu tomber la morale, tu vois, penser un peu trop à lui, trop d'égoïsme et tout ça, bah là, il faut le mettre face au soleil, il ne faut plus qu'il voit son ombre. faut qu'il oublie sa souffrance, quoi. Voilà quelle serait ma réponse. Mais j'ai pas de clé par rapport aux ego trips, quoi. J'en sais rien, en fait. Je crois Non, que c'est mais immanent à nous. hmm. Mais je peux te dire quelque chose sur moi là-dessus. Oui, bien Moi sûr, aussi, bah, moi c'est de aussi, j'étais soi, égocentrique. on parle de soi, hein, bien sûr. Comme moi aussi, dans mon ambition, j'avais un ego trip au départ. Je voulais devenir un bon musicien. Cet ego trip, il était forcément lié au regard de l'autre. Et rapidement, je me suis rendu compte que là, j'ai pu m'écouter. Je me suis rendu compte que moi, la notoriété, ça ne m'intéressait pas. La notoriété publique, ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Et je regardais la télé de temps à autre et je voyais bien que les artistes étaient très contents d'être connus, mais que c'était très éphémère. Ça, je l'ai compris très vite. Mais par contre, mon ambition, qui est aussi un égo trip en soi, hein, c'était la reconnaissance de mes pairs, la reconnaissance de mes collègues. C'est-à-dire que si mes collègues disaient de moi que mon travail était bien fait, c'était pour moi une réussite. Voilà le mot réussite, par exemple, qui revient. Ah ouais, à Donc, l'époque, c'était. pour moi, c'était important, ça. C'est-à-dire que les gens avec qui je participais dans les projets artistiques, s'ils étaient contents de mon travail, c'était plus important que le reste. Voilà. Ça, c'était moi. Hmm. Mais ça Donc, revient à l'artisan du début. Hein. Le menuisier qui vend un meuble, tu vois, il veut que le client qui vend ce meuble soit ravi et même fier de le montrer. Pour moi, c'était pareil. Voilà. super. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, je ne sais pas, de manière libre, quelque chose qui te vient parce qu'il y a déjà eu pas mal de pépites, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Oui, j'ai un truc à dire, si tu veux. J'ai découvert que le nord de la France avait des fromages excellents il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, je vous invite à découvrir les fromages du nord de la France. C'est grave. Voilà. Ok, merci Olivier, merci beaucoup. Je pense que ça a vraiment inspiré beaucoup de personnes. Merci d'avoir accepté cette interview et on se rejoint derrière. Merci, salut. À bientôt. Salut.